Bonjour Anne-Sophie Yann. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée dans le rock, vous publiez Désir noir. La mort de Marie Trintignant n'était pas un accident, dites-vous. C'est publié chez Flammarion et c'est une enquête absolument incroyable que vous menez. Après la mort de cette actrice, d'une quarantaine d'années, aujourd'hui une pierre tombale au cimetière du Père-Lachaise, une famille brisée. Un homme, un chanteur connu du groupe Noir Désir. Vous avez intitulé votre livre Désir noir. Vous dites aujourd'hui non, ça n'était pas un accident. Ce n'était absolument pas un accident. C'est-à-dire qu'il y a un malentendu infini sur cette affaire. C'est que la manière dont elle a traversé les décennies, parce que ça fait presque exactement 20 ans que Marie Trintignant est mort, moi j'avais personnellement le souvenir, et je ne suis pas la seule à avoir eu ce souvenir, qu'il s'agissait d'une dispute tragique, mais où des mots avaient été échangés, des gestes. Oui. Et un amour passionnel très fort. Exactement, un amour très fort, très passionnel, entre des personnalités intenses, qui aussi avaient leur zone d'ombre chacun, etc. Et qu'il l'avait poussée, qu'elle était tombée contre un radiateur, qu'elle avait une hémorragie et qu'elle en était morte. Et donc ça, c'est la version qui, pendant très très longtemps, a perduré, alors que la réalité ne peut pas être plus éloignée que ça. C'est-à-dire qu'au fond, vous dites non, ça n'est pas ça la réalité ? C'est tout sauf un accident. C'est-à-dire que la réalité, elle est basée sur des faits. C'est pas subjectif, c'est pas... cette nuit du 26 juillet 2003, la nuit du drame, elle est assez facilement reconstituable avec notamment des rapports d'autopsie, etc., des éléments très tangibles. On peut vraiment reprendre minute après minute quasiment ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est en effet, oui, une dispute extrêmement violente, mais des coups d'une violence inouïe. Oui. Combien de coups portés sur Marie Trintignant ? En tout, 19 sur le visage et sur le corps, dont 4 coups d'une violence absolument extrême portés au visage. Ce que les médecins ont décrit quand elle est arrivée à l'hôpital, c'était comme si une moto, elle avait percuté un mur à pleine vitesse sur une moto. Donc il faut imaginer qu'elle avait les os brisés. C'était pas une petite gifle et elle est tombée contre un meuble. Absolument pas. Ça veut dire qu'au fond, elle a reçu, on imagine, après le premier coup qui aurait pratiquement été mortel, c'est un corps inerte sur lequel on continue de porter des coups. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il l'a secouée comme une poupée de chiffon. Il faut savoir que Bertrand Cantat faisait 1m90, enfin il fait toujours 1m90. Elle était toute petite, toute frêle, à peine 1m60. 60 kilos. Exactement, 60 kilos. Donc c'est un tout petit gabarit. Donc il l'a dominée d'abord physiquement, mais d'abord il l'a attrapée, il l'a secouée. Donc elle a eu le syndrome du bébé secoué. Donc elle était déjà quelque part inconsciente au moment où il donne donc 4 gifles, c'est lui qui les décrit, et puis des gros gifles, du revers de la main, mais des coups extrêmement forts, avec notamment dont la force est accentuée par des bagues très lourdes qu'il porte au doigt, qui vont briser les os du visage de Marie. Je cite Bertrand Cantat devant les enquêteurs, a dit « C'est vrai que c'est pas gentil, ce sont de grosses baffes ». C'est la citation que vous faites dans le livre. Oui, c'est pas gentil, c'est le minimum qu'on puisse dire quand même. C'est surtout une preuve quelque part d'un acharnement. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'accident là. Vous ne dites pas qu'il a voulu donner la mort. C'est difficile d'imaginer. C'est ce que je décris. J'essaie d'écrire de manière très précise cette scène dans ce livre pour que le lecteur puisse se mettre à la place de celui qui donne des coups. Oui. C'est long, 4 coups. Imaginez, comptez dans votre tête et qu'il n'y ait aucun moment un garde-fou qui l'arrête. Et puis qu'en plus, une fois qu'elle est déjà extrêmement blessée, très, très grièvement, qu'il la laisse mourir finalement, qu'il n'appelle pas les secours. C'est-à-dire qu'au fond, il la laisse agoniser dans le lit. Pendant 7 heures. Oui. Pendant ce temps, il reçoit son frère, il boit. Exactement. Ce qui est assez choquant et très troublant, c'est que c'est pas non plus un cas de crime comme des doublements de la personnalité où on sort de son corps comme un crime psychotique. Là, il semble avoir toute sa raison
parce que juste après donc avoir asséné ses coups à Marie Trintignant, il la couche dans un lit, dans une chambre séparée, et il passe des coups de fil pendant des heures et des heures et des heures. Donc il n'appelle pas les secours. Il n'appelle pas les secours, il appelle le mari de Marie Trintignant pour lui parler d'ailleurs plutôt de ses problèmes de jalousie, la jalousie de Bertrand Cantat. Il appelle sa femme, il appelle plusieurs personnes, il appelle aussi le frère de Marie Trintignant, qui est Au fond, vous moment-là. dites, au fond, il ne pouvait pas ignorer l'état dans lequel se trouvait sa victime, puisque, en fait, elle n'est pas morte à ce moment-là, mais on saura par la suite que c'était fichu. C'était au moment où les secours seront appelés, d'ailleurs pas par lui, par le frère de Marie Trintignant, c'est déjà trop tard. Donc, parce que entre-temps, évidemment, l'hémorragie cérébrale s'est accentuée et elle est dans le coma au moment où l'ambulance va la chercher. S'il avait appelé les secours tout de suite, elle aurait en effet peut-être pu, alors je ne suis pas médecin et personne ne le sait, mais elle aurait peut-être pu être sauvée. Là, c'était définitivement trop tard. Et donc, ce qui est en lisant et en se replongeant dans le détail de cette nuit, il paraît très très difficile d'imaginer qu'il n'avait pas conscience de la gravité de son geste et surtout qu'il n'avait pas quelque part envie de lui faire mal, ça c'est sûr. On ne frappe pas de manière répétitive sans s'arrêter une femme qu'on ne veut pas heurter et à qui on ne veut pas faire un maximum de mal. Oui, mais alors on va vous dire, il a été condamné. Parce qu'effectivement, il va faire de la prison. Il va faire exactement 4 ans et 2 mois de prison. Vous dites dans une cellule relativement VIP. Et ensuite, il avait d'abord été condamné à 8 ans de prison. Vous dites finalement beaucoup d'indulgence. Au fond, ce qui vous choque, c'est que ça n'est pas en rapport avec ce qu'il a fait. Je crois qu'il y a une nuance à apporter au terme de « il a purgé sa peine ». La question de « il a purgé sa peine », oui, juridiquement, il a purgé sa peine. D'ailleurs, il n'est plus en prison aujourd'hui. Il est libre. C'est un homme qui enregistre d'ailleurs en ce moment un album, qui est libre de ses mouvements. Donc oui, il a déjà purgé sa peine. Purger sa peine ne veut pas dire effacer un crime. C'est pas parce qu'on a été en prison et que lui a été en prison que Marie Trintignant va ressusciter comme par magie. Ce crime a été commis et donc il y a quand même des devoirs vis-à-vis de la société. C'est pas parce que juridiquement, en effet, on a purgé sa peine, que moralement et d'un point de vue social, on est exempt de toute décence, de tout sentiment quand même, de devoir quand même honorer la mémoire des victimes, de rester respectueux. C'est-à-dire, au fond, vous dites... Parce que quand vous employez le mot de crime, il conteste ce mot de crime. Oui, absolument. Alors que comment... Et c'est là où, à nouveau, je n'invente pas, c'est pas un livre de fiction, c'est tout simplement rassemblant des faits très clairs, qui sont prouvés, qu'il a d'ailleurs admis. C'est un crime, ce qui s'est passé cette nuit-là. Oui, l'appellation pour laquelle il est condamné est très compliquée. Alors on dit plutôt meurtre. Avec plutôt le intention mot indirecte, indéterminée. Alors, il a été jugé en Lituanie, donc c'est les termes juridiques lituaniens transcrits en français. C'est pas forcément... en tout cas, c'est plus que coup et blessure, parce que certains ont dit, oui, mais c'est l'équivalent de coup et blessure, comme si, voilà, c'était pas très grave. Non, là, ça va plus loin. Il y a quand même le mot meurtre. Il peut pas rester coupable toute sa vie. Il y a un moment donné, il peut avoir le droit de passer à autre chose. Mais d'ailleurs, il est passé à autre chose. Et personne finalement ne lui dénie ce droit. Il y a un peu aussi un mythe selon lequel Bertrand Cantat aurait été cancellé. Mais pas du tout. Quand il est sorti de prison, il était toujours signé chez Universal, qui est quand même tout simplement juste un des plus gros labels de musique du monde. Il a pu repartir en tournée à guichet fermé, être accueilli par tous les festivals de France. Après, ça s'est retourné, les mouvements MeToo, les ça a pris plusieurs années. Etc. Mais c'est vrai que vous racontez, même vous, vous avez été l'objet d'insultes très fortes. Il y a eu une façon de traiter Bertrand Cantat différente de ce qu'aurait été un féminicide, entre guillemets, ordinaire. Hélas, commis tous les jours, il y en a. Parce qu'il y avait une dimension romantique, il y avait une dimension d'amour fou, une dimension culturelle, quelque chose peut-être invoqué par, on va dire, une certaine société. C'est vrai que Bertrand Cantat était altermondialiste, dénonçait la société capitaliste, avait un certain nombre de messages qui ont peut-être aider finalement à faire passer cela pour autre chose que ce que c'était. Totalement. C'est-à-dire que là où il y a eu une faute quelque part médiatique aussi, c'est que en 2003 en particulier, l'affaire est présentée comme si elle était exceptionnelle. Et en effet, elle est exceptionnelle parce que par ses protagonistes qui sont
très connus, donc Marie Trintignant comme Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, à ce moment-là, c'est quand même le chanteur du groupe de rock le plus connu de France. Aujourd'hui, voilà, ils ont pas forcément, ils ont plus sorti d'album, donc ça, c'était il y a 20 ans. Mais à l'époque, c'était énorme, Noir Désir, c'était gigantesque. Et Marie Trintignant aussi, c'est une icône. Elle a tourné dans des dizaines et des dizaines de films avec les plus grands réalisateurs. Donc oui, par cet aspect de personnes connues, cette affaire exceptionnelle, mais pas du tout par les faits. Oui. Par les faits, elle est d'une triste banalité, finalement. Et c'est pour ça que c'est très important de continuer à la raconter 20 ans plus tard, parce qu'elle raconte l'histoire que des milliers de femmes ont connue. D'ailleurs, beaucoup s'y reconnaissent. J'ai eu des témoignages de femmes qui ont lu le livre à sa sortie et qui m'ont dit « j'ai l'impression d'avoir lu mon histoire ». Et je pense que c'est pas anodin, c'est parce qu'il y a quelque chose de très, très universel. Mais derrière aussi, on pense par exemple au frère de Bertrand Cantat, Xavier Cantat, qui va écrire un livre, qui va accuser aussi Marie Trintignant, qui dit voilà, il y a une part de responsabilité, elle était comme elle était, violente, hystérique. Absolument. C'est le mot qu'il emploie. Là où le clan Cantat, comme on l'appelait à l'époque, a absolument manqué de respect envers la victime Marie Trintignant et sa famille qui lui a survécu et qui ont eu des attitudes, et vraiment, dégueulasse, le mot c'est dégueulasse, écœurant, dégueulasse. C'est-à-dire qu'ils l'ont présentée comme une femme qui, parce qu'elle n'était pas vierge, parce qu'elle avait déjà eu des enfants de plusieurs pères différents, parce qu'elle buvait, parce que il lui arrivait de fumer des joints, comme si elle méritait la peine de mort. Enfin, on n'est pas en Afghanistan chez les talibans, on est en France. C'est pas parce qu'une femme n'est pas vierge qu'elle mérite d'être tuée à coups de poing. Oui. Et c'est comme ça que son entourage l'a présentée. Après, certains sont revenus sur ses propos avec le temps, etc. Alors, vous aviez, mais vous aviez recueilli le témoignage d'un membre du groupe Noir Désir, parce que vous avez parlé d'Omerta. Au fond, il y avait on va parler dans quelques instants de la compagne, enfin de la femme, qui était la femme de Bertrand Cantat, après pour ce qui va arriver ensuite. Mais il y avait une sorte d'Omerta, c'est-à-dire qu'au fond, on s'entendait pour ne pas dire la vérité sur la personnalité réelle de Bertrand Cantat. Oui. Et alors, vous rencontrez un des membres de Noir Désir, qui vous dit ne donnez pas mon nom et qui vous fait des révélations. L'Omerta, c'est exactement ça, c'est une décision collective de taire quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe à Vilnius en 2003. Juste au moment où Marie Trintignant meurt, l'entourage immédiat de Bertrand Cantat, soit sa femme et les membres du groupe, qui, au départ, sous le choc de l'annonce de l'état de Marie Trintignant, qui était encore vivante mais dans le coma pendant quelques jours, leur première déclaration, c'est « ça s'est reproduit à nouveau ». Il avait déjà été violent, etc. Ils disent tous, finalement, avec plus ou moins de détails et à différents témoins, que ce n'est pas un cas isolé, que ce n'est pas la première fois que Bertrand Cantat est violent. Le jour où Marie Trintignant meurt, le 1er août 2003, tout d'un coup, l'affaire prend évidemment une autre ampleur, parce que là, il s'agit d'un homicide. Les faits sont requalifiés par le parquet. Donc, tout d'un coup, la femme de Bertrand Cantat, Christina Radi, qui pourtant est la femme qui a été abandonnée 5 jours quand même après son accouchement par Bertrand, pour qu'il puisse vivre son amour entièrement avec Marie Trintignant jusqu'à ce qu'il la tue, elle va demander aux membres du groupe de taire ce qu'ils savaient et d'assurer à la justice qu'ils n'avaient jamais été violents, que... Alors évidemment, elle sera confrontée ils seront tous d'ailleurs confrontés à leurs déclarations passées. On leur dit mais pourtant vous avez parlé de violence. Ils disent tous non mais je me suis mal exprimée, c'était des violences verbales, j'ai été mal compris. Non, il y a eu quand même des scènes qui ont été racontées. Mais malgré tout, ils ne changeront pas de version. Ils disent encore d'ailleurs que tout ça est faux, que Bertrand Cantat n'était pas violent. Exactement. Sauf, vous dites, l'un d'entre eux, dont vous ne révélez pas l'identité, qui, en demandant l'absolue neutralité de ne pas répéter évidemment son nom, va vous dire le contraire. Oui, des années plus tard. D'abord, on sent bien que Noir Désir, finalement, même si quand Bertrand Cantat sort de prison, qu'ils essaient de refaire de la musique ensemble, etc., qu'il y a quelque chose au sein du groupe qui est pourri et qui va finir par faire que le groupe va se déliter. Ils n'arrivent plus vraiment à créer, quelque chose est déjà mort. Et
à ce moment-là, on ne sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est ce secret, justement, qu'ils ont tous porté jusqu'à, d'ailleurs, la mort de Christina Radi, qui a été le coup de grâce, quelque part, pour le désir. On va désir. parler de ça, parce que vous commencez le livre avec ça. Donc, Christina, qui est donc sa femme, qui va, dans un premier temps, dire... d'ailleurs, ça va beaucoup servir Bertrand Cantat, qui va dire non, Bertrand n'est pas violent, ne l'a jamais été. Oui. Et c'est ce qu'elle dit, d'abord. C'est ce qu'elle dit, et donc, qui va, en effet, quelque part, faire diminuer sa sentence, parce qu'au départ, on parle de 15 ans de prison plutôt. Finalement, il sera condamné à 8. Et c'est très probablement vraiment le témoignage de Christina Radi, qui est cette femme digne, forte, intelligente, etc., qui va convaincre les juges par sa fermeté de finalement ne lui donner que 8 ans de prison. Oui, mais alors qu'est-ce qui va arriver? Le livre commence, je le disais, avec ça. C'est le message que laisse sur un répondeur Christina Radi, qui dit, un mois avant d'être découverte morte suicidée, en présence de Bertrand Cantat, qui dit un mois avant un certain nombre de choses. Je vous demande de le rappeler. Donc quelques mois avant sa mort, donc c'est qu'elle sera retrouvée morte en janvier 2010, et donc en juillet, elle appelle ses parents et paniquée, vraiment sa voix est paniquée. Ses parents sont hongrois, ils sont en Hongrie, ils ne sont pas chez eux à ce moment-là parce qu'ils sont en vacances, et elle leur dit qu'elle doit se réfugier chez eux, qu'elle a peur pour sa vie, qu'elle doit fuir une situation dangereuse. Elle leur dit clairement, ce qui s'est passé à Vilnius s'est reproduit avec moi. Alors que Bertrand Cantat, à ce moment-là, est en liberté conditionnelle. En liberté conditionnelle. Exactement. Donc il est en effet, il est libéré. Quand il est sorti de prison, ils ont été plus ou moins ensemble, etc. Mais là, à ce moment-là, ils sont à nouveau ensemble. Et elle parle quand même d'éléments précis. Donc elle dit qu'elle a le cou tuméfié, qu'elle a failli laisser une dent, qu'il lui a cassé son portable. Et en tout cas, les mots et le ton sont très clairs. Elle doit fuir pour sauver sa vie. Oui, on le retrouve donc pendu, alors que Bertrand Cantat dort dans le même appartement, et on conclut immédiatement au suicide. Oui, c'est Georges Kejman, qui était l'avocat de la famille Trintignant, a cette phrase glaçante. Il dit « Bertrand Cantat, c'est l'homme qui dort quand ses femmes meurent ». Et c'est ce qui s'est passé avec Christina Radi. C'est-à-dire qu'ils étaient seuls dans la maison. Elle est retrouvée, en effet, pendue. Et là, ce qui est un petit peu plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enquête. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment chercher à fouiller. Oui. D'ailleurs, lorsque les constatations sont faites du suicide, vous dites, le corps de Christina Radi a déjà été décroché de la corde. Absolument. Il a été décroché par le fils de Christina Radi et Bertrand Cantat, qui a 12 ans à l'époque, qui lui-même revient d'une compétition sportive. Et donc son père lui demande de l'aider à décrocher le corps. Ce qui est absolument terrifiant et sordide. Mais ce qui est quelque part une deuxième mort, c'est la façon dont cet événement a été donc d'abord finalement un peu balayé, mais surtout raconté par la presse à l'époque, qui, et ça je cite certains titres de presse, qui parlent de nouveaux malheurs pour Bertrand Cantat, un autre drame. C'est lui au fond la victime. Exactement, comme si, non content d'avoir perdu le premier amour de sa vie, maintenant devait souffrir d'avoir perdu le deuxième. Vous pensez qu'il a une responsabilité dans cette mort-là également ? Alors, ce que j'ai découvert, et c'est son message, le message vocal qu'elle laisse à ses parents déjà quelques mois avant sa mort est très clair, mais il y a évidemment, j'ai eu d'autres preuves, y compris des témoins oculaires, qui parlent de violences contre Christina Radi. Donc, elle était victime de violences psychologiques, probablement voilà, et d'ailleurs pas probablement, de violences physiques. À l'époque, il n'y avait pas de cadre juridique pour, je pense, attaquer Bertrand Cantat. Sur le thème d'incitation au suicide ? Exactement. En 2020, une nouvelle loi, d'ailleurs, très probablement inspirée par ce qui s'est passé et par le destin de Christina Radi, a été donc votée. Et aujourd'hui, donc, la loi contre les suicides forcés a été créée pour ces situations où justement des femmes sont poussées au suicide par leurs compagnons. Mais en même temps, elle n'était pas... Enfin, on n'a pas l'impression qu'elle était suicidaire. À ce moment-là, c'est difficile je crois que évidemment, on peut pas, on n'est pas dans la tête de Christina Radi à ce moment-là. Malheureusement, elle n'est plus là pour en parler. Ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là,
et ça, c'est dans sa correspondance privée que j'ai pu obtenir et Oui. lire. Que vous Elle ne est révélez pas d'ailleurs, puisque vous dites que ce serait trop violent pour les enfants. Alors, dans sa lettre de suicide, il y a je dévoile un passage, parce que ça, pour le coup, c'était très important, je pense, de le montrer. C'est que d'abord, elle accuse très clairement Bertrand Cantat, dès la première page. Donc, elle nomme, en tout cas, quand même, elle le nomme comme source comme justification pour son geste. Après, il y a d'autres passages que je n'ai pas voulu en effet dévoiler par pudeur, et puis parce que c'est intime et ça n'appartient qu'à cette famille. Je pense que les enfants ont déjà assez souffert, mais ne serait-ce qu'en reprenant, donc via sa correspondance, quel était son état d'esprit, donc de 6 mois au jour J, quelque part, on sent un enfermement, on sent un sentiment de prise au piège, qu'elle s'en sortira jamais finalement, qu'elle finit toujours par retourner avec cet homme. Et elle avait menti, donc on comprend qu'elle avait menti au moment du procès. Oui. Quelqu'un dit à un moment, approcher cet homme, c'est un peu approcher le feu, c'est se brûler. Il y a beaucoup, le mot feu est revenu très souvent dans le cadre de cette enquête pour décrire Bertrand Cantat par plusieurs personnes différentes d'ailleurs. Le feu, voilà, comme quelque chose, à chaque fois un élément qui est brillant, qui attire, voilà, c'est le feu, c'est la chaleur. Oui, c'est un charisme absolument incroyable, parce qu'on a aussi cette dimension d'artiste. Absolument. Qui a, enfin, je veux dire, sur scène, était quelqu'un d'absolument incroyable. Et en même temps, avec toujours une part d'ombre qu'il a revendiquée depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire que ce qui était très troublant, c'est en relisant des paroles de Noir Désir. Alors, c'est pas parce qu'on a un groupe de rock avec des paroles sombres qu'on va assassiner des femmes. Hein. Je crois que absolument pas. Au contraire, ça devrait être cathartique. Mais il y avait quelques phrases dans des chansons qui étaient presque prémonitoires et qui laissent vraiment, moi, qui m'ont absolument glacée. Et quand on voit toute l'esthétique autour de son dernier album Amor Fati, l'amour du destin, à nouveau, quel symbole. Mais la couverture, où il est le visage à moitié dans l'ombre, où il répète dans le single phare, donc Amor Fati, Amor, Amor, Amor Fati. Moi, j'entends Amor, évidemment, et je crois que je ne suis pas la seule à avoir entendu ça, et donc à avoir un dégoût profond. Mais donc, il en joue, finalement. Oui, et alors, il y a évidemment une famille, on pense à la famille de Nadine Trintignant notamment. La famille de Christine Aradi, elle n'ira pas dans ce sens, hein, dans le sens de contester Bertrand Cantat. N'ira pas dans ce sens. Leur position est assez ambiguë parce que d'un côté, ils font fuiter ce message vocal. Donc c'est qu'ils ont envie que ça sache, ils ont envie que quelque part la vérité soit révélée. Ils donnent aussi des interviews à certains magazines ou à certains journalistes attestant de plusieurs scènes de violence dont ils ont été témoins. Donc d'un côté, ils disent « oui, notre fille a été battue » et quand même, ils donnent tellement d'éléments que ça paraît difficile de ne pas les croire. Et d'un autre côté, ils refusent d'aller jusqu'au bout d'une démarche judiciaire, c'est-à-dire qu'ils refusent de se porter partie civile pour accuser donc Bertrand Cantat. Notamment, ils auraient peut-être pu l'accuser de non-assistance à personne en danger. Ils ne le font pas à ce moment-là parce que, à nouveau, les enfants, ils ont peur de ne plus jamais voir leurs petits-enfants. Oui, et derrière, je le disais aussi, évidemment, la famille de Marie Trintignant, absolument digne et extraordinaire, Jean-Louis Trintignant, qui n'est plus là, et Nadine Trintignant, absolument incroyable, qui se refuseront à accepter l'idée que leur fille serait morte par amour. Parce que c'est un peu ça qu'on a dit. Mais oui, ce qui est le champ lexical de la presse de l'époque est sidérant. C'est-à-dire que, en effet, on parle de crimes d'amour, ils s'aimaient tellement, qu'on romantise absolument ce crime, alors qu'il n'y a absolument rien de romantique là-dedans. Et même Bertrand Cantat lui-même revient sans cesse sur son amour. C'est-à-dire qu'au moment du procès, il semble plus abattu d'avoir perdu la femme qu'il aimait que des gestes qu'il a commis. Et il se victimise en permanence. D'ailleurs, à un moment, dans les auditions qui ont été filmées auprès du juge, il dit « oui, mais regardez-moi, j'ai aussi des bleus et j'ai une griffure sur la lèvre ». Peut-être que tout simplement, à un moment, elle a essayé de se défendre, ce qu'on espère en tout cas. Donc, il a quelques toutes petites traces. Et à nouveau, il se place en victime, ce qui est écœurant. Oui, lorsque, évidemment, un certain nombre de gens vont prendre parti pour lui, outre le groupe, évidemment, mais des fans, bien sûr, et puis aussi son frère, sa famille, et puis même une personne qui était à l'époque, Cécile Duflot, ministre, qui, quelque part aussi,
Est-ce qu'au fond, vous dites qu'il y a eu une espèce de, comment dire, une entente entre des gens, un certain milieu, parce que Bertrand Cantat incarnait quelque chose de positif dans la société, qui faisait qu'on ne pouvait pas l'attaquer, il était inatteignable? Absolument. Alors, il y a certaines féministes qui l'ont même admis, que Bertrand Cantat donc, partageait tellement leurs valeurs et était tellement cet homme beau qui incarnait tous ces idéaux qu'elles n'arrivaient pas à voir en lui l'auteur d'un crime sordide, un simple criminel, ce que finalement il est. Et donc déjà, il y a ce côté, donc on refuse de toucher l'icône, comme si ça dévalorisait les idées qui sont derrière. Premier malentendu. Deuxième chose qui s'est passée, c'est que c'est finalement la défense de Bertrand Cantat elle-même qui a politisé cette question. Parce qu'au moment du procès de Vinus, donc le clan Cantat va parler va se présenter comme les prolétaires de gauche, provinciaux, contre les méchants trintignants parisiens qui tirent les ficelles dans l'ombre. Ils vont les accuser des pires méfaits, de corruption, etc. Comme si c'était du coup la gauche versus la droite. Et ça a divisé la société donc d'une manière politique, mais c'est eux qui se sont placés sur ce terrain en disant c'est la gauche contre la droite. Et du coup, il a été défendu par en effet énormément de personnalités de gauche dont il se revendiquait, je sais pas, même encore récemment, Clémentine Autain par exemple, ou Noël Mamère, etc., l'ont toujours défendu. Oui, comme on peut défendre aujourd'hui d'autres personnalités politiques accusées d'avoir frappé leur femme, condamnées pour ça d'ailleurs. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est ce qui est un peu désespérant quelque part, c'est que comme si l'appartenance à un parti pouvait vous protéger d'être un criminel. Mais on n'est pas, malheureusement, des féminicides et des hommes violents. Il y en a aussi bien à gauche qu'à droite. Ouais. Et puis surtout, ça touche absolument toutes les couches de la société. C'est un phénomène. Il y a quand même une femme sur trois qui meurt, une femme qui meurt tous les 3 jours, pardon, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est pas réservé à un milieu. Donc il faut absolument sortir de ce malentendu terrible que parce que Bertrand Cantat est une icône de gauche, que du coup ça l'excuse. Il est inexcusable, son crime est inexcusable. Et puis, il faut surtout avoir le courage de parler et de dénoncer. Parce que la loi du silence de l'entourage et de la famille politique, quelque part, où finalement, on ne l'accuse jamais, où on tweet il en a toute la bénéficié journée. De ça, au fond. Mais totalement. Y compris sur le plan judiciaire. Sur le plan judiciaire, on voit bien, en lisant certains PV d'audition auxquels j'ai eu accès, des PV récents, que finalement, les policiers qui l'interrogent, en tout cas à un certain moment, sont finalement assez complaisants. Le traitent comme, voilà, encore cet homme qui se fait attaquer par des féministes hystériques, etc. Y compris d'ailleurs dans ce que vous appelez l'enquête bâclée après le suicide de Christina Radi. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que quand l'enquête a essayé d'être... Il y a eu une tentative de réouverture de l'enquête quelques années après la mort de Christina Radi. Plusieurs personnes ont été, très peu d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de témoins qui ont été ignorés. Il y avait une liste de plusieurs noms, dont des témoins oculaires qui n'ont jamais été appelés. Ça, c'est un fait. Quand Bertrand Cantat lui-même a été donc, appelé par la police judiciaire de Bordeaux, j'ai pu lire tout simplement son audition. Donc ça non plus, c'est pas des faits subjectifs, c'est pas du ressenti, c'est tout simplement des faits. À aucun moment, on lui demande « Avez-vous été violent avec votre femme ?» À aucun moment, on pose la question. Donc, qu'est-ce que c'est comme type d'enquête quand le fond, c'est « A-t-il été violent avec sa femme ?» On ne lui pose même pas la question. Oui. Et alors, qui était véritablement Bertrand Cantat? Vous racontez comment, d'ailleurs, après avoir purgé cette peine, il remonte sur scène, il continue de s'en prendre à Jean-Marie Messier, à Vivendi, aux maisons de disques. Ça reste cet idéaliste contre la société bourgeoise. C'est-à-dire qu'il continue, on va dire, entre guillemets, à donner des leçons. Oui, mais avec une hypocrisie infinie. C'est-à-dire que quand on est signé chez une major, et d'ailleurs, ça leur a été reproché dès le début de leur carrière, hein, à Noir Désir, finalement. Vous vous présentez comme des altermondialistes indépendants, mais vous allez vous signer chez une major. Bon, en effet, il y a une forme d'indécence, c'est-à-dire que de cracher sur Jean-Marie Messier, ou même après, lors de son retour sur scène... Il ne quittera d'ailleurs jamais cette maison de disques. Alors, il aurait pu le faire. Il l'a jamais fait. Et puis, même récemment, lors de son concert à l'Olympia, parce que, justement, pas à l'Olympia, parce que c'est la seule date qui a finalement été annulée, comme quoi il n'est pas cancellé non plus, sa tournée a pu avoir lieu, à part quelques festivals, parce qu'ils sont aussi subventionnés par des fonds publics, mais c'est une autre histoire.
répertoire. Son concert à l'Olympia a été reporté au Zénith, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle normalement pour un artiste. Et là, quand il monte sur scène, il attaque tout le monde, etc., les journalistes, etc. C'est-à-dire que tout le monde, quand on n'est pas dans son sens, quand on ne l'encense pas, quand on n'est pas... elle lui dira au pauvre Bertrand, on est forcément des salauds. Oui, oui. Vous décrivez ces 4 ans et 2 mois de prison. Un détail, par exemple, il dispose d'un frigo, il met un cadenas pour éviter que les autres détenus viennent lui prendre ses yaourts. Je vous cite. Absolument. J'ai donc recueilli le témoignage d'un codétenu qui m'a raconté donc ses conditions de détention, en effet, en cellule VIP. C'est-à-dire que lui, qui dit toute la journée « je veux être traité comme un justiciable comme un autre », n'a jamais été traité comme un justiciable comme un autre. C'est-à-dire que dès son incarcération à Vilnius, déjà, il est dans une cellule isolée, ce qui n'est le cas d'absolument personne dans la prison. Ça, j'ai rencontré des gardes, etc., qui m'ont confirmé. Puis, quand il sera transféré dans le sud-ouest, donc près de sa famille à Muret, pour purger finalement le reste de sa peine, il bénéficiera de conditions extrêmement clémentes auxquelles un criminel lambda n'aurait jamais eu accès. C'est-à-dire des permissions de sortie très très tôt, surtout fréquentes, et en effet une cellule avec plein en tout cas aménagée, etc. Je dis pas que la prison c'est une partie de plaisir, mais en tout cas il n'a pas fait la même prison que n'importe quel criminel. Oui, il y a quelques jours, 3 jours, j'ai croisé Nadine Trintignant dans une salle de théâtre à Paris, Édouard VII, là où avait lieu d'ailleurs la cérémonie pour Marie Trintignant après sa mort. Je lui ai dit que j'allais vous recevoir, Anne-Sophie Yann, pour votre livre, Désir noir. Elle m'a dit qu'elle l'avait reçu, le livre, qu'elle n'avait pas pu lire plus que 3 pages. Elle est encore extrêmement marquée par ce drame. La famille de Trintignant est anéantie, évidemment, parce qu'il y avait une relation fusionnelle entre Marie et sa mère Nadine, et puis Jean-Louis, bien évidemment, auquel on pense beaucoup. Et en même temps, aujourd'hui, on se dit qu'est-ce qui pourrait rendre justice? Il n'y a pas de justice possible dans une affaire comme celle-là. La première chose, c'est de libérer la parole. Et ça, c'est très important, parce qu'avant qu'il puisse y avoir une justice, il faut qu'il puisse y avoir un espace pour que les victimes, et on ne sait pas finalement combien de victimes il y a eu après la mort de Marie, avant la mort de Marie, combien sont-elles? Finalement, pour l'instant, il y a des pistes, des points d'interrogation, mais on n'en est pas sûr. Et pour que ces femmes puissent parler et puissent porter plainte, parce que c'est très important à un moment de dénoncer quand on a été victime de violence, il faut créer un climat donc d'accueil de la parole qui est bienveillant. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer finalement de raconter cette histoire encore et encore, jusqu'à ce que la parole soit réellement libérée, parce que le seul moyen, il n'y en a qu'un seul, je pense, pour faire vraiment baisser les féminicides, c'est que les gens parlent. Oui, vous avez demandé évidemment à Bertrand Cantat, vous avez souhaité le rencontrer, il n'a pas répondu à votre demande. Vous dites dans ce livre, tout ce qui parle de lui, il le regarde, il le lit. Il est vraisemblablement en train de regarder cette émission en ce moment quelque part, là où il est. Vous auriez envie de lui dire quoi? Lui aussi de parler finalement, et pas de donner une interview aux Inrocks complaisante où on se tape dans le dos et on dit alors ça va, c'est pas trop dur pour toi Bertrand, mais d'utiliser sa notoriété comme il le fait d'ailleurs pour d'autres causes, mais pour la cause des violences faites aux femmes, parce que ce qui manque aussi aujourd'hui beaucoup, c'est des paroles d'hommes violents qui reconnaissent qu'ils sont violents, qu'ils sont malades, qu'il se soigne. Il est encore temps pour lui de dire ça? C'est un message qui serait salutaire? Un message de rédemption serait en tout cas, à mon avis, un message très fort, ne serait-ce que pour les hommes qui eux-mêmes frappent leurs femmes, et d'avoir quelque part un homme qui les comprend, qui a traversé ce que eux ont traversé, mais qui disent voilà comment s'en sortir, voilà les clés. Oui. Donc vous lui dites encore, je suis prête à vous rencontrer. Absolument. Vous lui renouvelez cela. Ça ne sera pas une interview facile et complaisante où je hocherai la tête à n'importe quoi, mais faisons un vrai travail de rédemption et de reconstruction. Ça serait la meilleure issue. Merci beaucoup. C'est un document exceptionnel que ce livre, qui se lit d'une traite, Anne-Sophie Yann. Désir noir, la mort de Marie Trintignant n'est pas un accident. C'est publié donc chez Flammarion. C'est une enquête tout à fait exceptionnelle. Merci infiniment, Anne-Sophie, d'avoir été notre invitée aujourd'hui.